Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 30 juin. Des entrepreneurs chinois et français réunis à Vélizy-Villacoublay pour l'aménagement durable des quartiers d'affaires. De nombreux invités des deux pays étaient présents le temps d'une soirée pour évoquer cette thématique et aborder les partenariats en cours. Pauline Vinocourt-Lefebvre est notre invitée fil rouge pour cette émission, conseillère départementale et vice-présidente déléguée aux ruralités. Nous évoquerons avec elle la fusion entre les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui s'accélère et les inquiétudes parfois exprimées par les élus sur la ruralité. Enfin, dans le reste de l'actualité locale, retour sur le début de l'Open de France de golf et une première nationale avec une clinique réservée au traitement de l'arthrose de la main qui ouvrira ses portes dans quelques semaines à Montigny-le-Bretonneux. Faire des quartiers d'affaires, des zones de développement durable, Versailles Grand Parc, Vélizy, Villacoublay et de nombreuses entreprises françaises et chinoises y réfléchissent depuis 3 ans maintenant. Un colloque s'est tenu cette semaine pour faire le point sur les avancées et les opportunités. Les précisions avec Mélanie Poquet. Respecter l'environnement tout en développant les activités. Innovel Park sur Vélizy-Villacoublay se développe en ce sens. Un projet porté par la commune, Versailles Grand Parc et la FNOR. Et le but, c'est de faire un grand réseau et de faire que on participe à la croissance économique et à la création de valeur de notre pays, mais au niveau de l'Europe et au niveau du monde, avec les bonnes démarches et faire en sorte que le citoyen s'y retrouve, que la planète s'y retrouve et que la croissance de notre économie soit présente. Pour penser ce projet, 2 modèles chinois basés à Pékin et à Jinan. Le Future Science Park de Pékin, fondé en 2009, est un projet d'ingénierie scientifique et technologique et vise 100 000 personnes. Notre parc, le Future Science Park à Pékin, a un positionnement très proche de l'Innovel Park Vélizy. Il est dans notre intérêt de partager avec Vélizy et de continuer dans une bonne voie de l'innovation. 1100 grandes entreprises sont aujourd'hui installées à l'Innovel Park et emploient près de 50 000 personnes. Des entreprises qui participent à la conception du quartier d'affaires. Est-ce le début d'une fracture ou un désaccord sans répercussion pour la majorité de droite à Saint-Quentin en Yvelines? Hier, les élus de l'agglomération étaient réunis pour le dernier conseil communautaire avant la pause estivale. Sans thème majeur, il aura vu tout de même des tensions apparaître entre les maires de Villepreux et les Clés-sous-Bois à propos de la révision du plan local d'urbanisme de la première cité. Le maire des Clés-sous-Bois, Véronique Coté-Millard, a voté contre cette révision, provoquant la colère de son collègue qui a dénoncé notamment un manque de solidarité et une première au sein de la majorité. Dans le reste de l'actualité, évidemment, le décès ce vendredi matin à 89 ans de Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, rescapée de la Shoah et connue bien sûr pour avoir porté le projet de légalisation de l'avortement au milieu des années 70. À 50 ans en Yvelines, la faculté de médecine porte son nom. Vous voyez d'ailleurs quelques images lors du passage de l'ancienne présidente du Parlement européen à la faculté. C'était en décembre 2012. Pauline Vinocourt-Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale des Yvelines. Une réaction déjà peut-être sur la disparition, cette triste actualité, Simone Veil qui est décédée ce vendredi matin. Est-ce que vous, en tant que femme politique, ça vous évoque quelque chose de particulier, Simone Veil? Oui, moi je suis extrêmement peinée en tant que femme et en tant que petite fille de déportée aussi, parce que c'est un pan de cette mémoire vive qui disparaît avec elle, et évidemment en tant que femme parce qu'elle a porté un texte de loi essentiel et qui continue à faire parler de lui aujourd'hui. C'est jamais totalement acquis et voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à défendre. Et je suis extrêmement peinée du décès de Simone Veil. Vous étiez ce matin au conseil départemental pour la séance. Il y a eu une minute de silence, je crois, de la part des conseillers. C'est important de tous se réunir dans ce moment-là et de rendre hommage. C'est exactement ça. C'est une façon de rendre hommage à une femme absolument exceptionnelle que j'ai toujours beaucoup admirée. Je suis vraiment très peinée. Bon, elle était âgée, elle était malade, mais c'est un pan de mémoire qui s'en va avec elle.
Alors, ce conseil départemental vous a permis aussi à une large majorité, là on revient à des affaires beaucoup plus locales, de voter en faveur de la fusion entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les élus du conseil départemental du 92 ont fait la même chose ce matin. La décision est désormais entre les mains du gouvernement. Concrètement, on pourrait voir le département des Yvelines dans ses frontières actuelles disparaître quand? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est arrêté? Est-ce qu'en 2018, on pourrait, les Yvelines, comme on les connaît, les voir disparaître? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et à contrario, les Hauts-de-Seine, tels qu'on les connaît, on pourrait les voir disparaître. J'ai pas d'infos sur le calendrier. Ça, comme vous l'avez rappelé, ça dépend plus de nous maintenant. Alors, vous le disiez, les Hauts-de-Seine, mais justement, on se pose la question, quand on parle de cette fusion, quel sera le numéro du futur département? Puisque c'est quand même important. Les gens font souvent ce rapprochement sur les départements. Et puis le nom, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des bruits de couloir qui... Absolument pas. Absolument rien, aucune et information. très sincèrement, aucune information là-dessus. Je le disais Mais du coup. Juste Oui. quand on en sera au choix du nom, c'est qu'on aura bien évolué et que les choses auront pris un angle favorable. Donc on n'en est pas encore là. Je le disais, cette fusion est donc entre les mains du gouvernement. Supposons que le gouvernement refuse cette fusion. Est-ce que tout continuera comme avant? Est-ce qu'on restera quand même dans cette dynamique de rapprochement, même s'il n'y aura pas de fusion du coup, entre les deux départements? La dynamique de rapprochement a vocation à nous faire des économies donc, aux deux départements. Donc il n'y aurait aucune raison de ne pas poursuivre. Mais c'est quelque chose à laquelle vous vous préparez le refus, ou alors vous pensez que vous allez avoir un accord? On part sur une note positive, on espère un accord rapide. Pour faire un peu de pédagogie peut-être sur cette fusion, rappelez-nous éventuellement, et pour les habitants, les avantages d'une telle fusion. Quels seraient pour les habitants les avantages de voir cette fusion actée? Dans les Yvelines, l'avantage est essentiellement financier en se rapprochant avec les Hauts-de-Seine. C'est un choix de mutualisation et de rassemblement de deux départements. Le nôtre connaît des difficultés financières beaucoup plus importantes que les Hauts-de-Seine en raison de la ponction qui est opérée sur nos dotations, sur notre dotation globale de fonctionnement notamment. Et, on rappelle que c'est l'argent qui est donné par l'État aux collectivités. Beaucoup de pertes pour les Yvelines ces dernières années, donc cet avantage-là pour vous. Mais du coup, quel avantage pour les Hauts-de-Seine de se rapprocher des Yvelines? Pour les Hauts-de-Seine, l'avantage de se rapprocher d'un département dont ils partagent la notion de gestion des fonds publics et de la chose publique. Nos deux départements sont sur des logiques de soutien fort à l'investissement et pas au fonctionnement. Nous sommes deux départements qui avons des taux de fonctionnement rapportés par habitant assez bas et ce qui nous pénalise d'ailleurs parce que nos marges de manœuvre dans les Yvelines sont extrêmement faibles. On ne peut plus réduire considérablement notre fonctionnement parce qu'il est déjà très très bas. Et on partage avec les Hauts-de-Seine cette vision-là de ce que doit être l'action publique, une aide à l'investissement pour créer de l'emploi dans nos territoires, de l'activité dans nos territoires et notamment dans nos territoires ruraux. Alors certains se moquent un peu et disent que c'est un mariage entre riches. Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce que c'est abusé de dire ça? C'est pas un mariage entre riches, le département des Yvelines n'est plus riche. L'a été, mais il l'est plus aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins. Ça a été un département bien géré et qui a été pénalisé pour sa bonne gestion, avec une baisse de dotation extrêmement forte, à laquelle s'ajoutent des péréquations qui servent à aller soutenir les départements moins bien gérés. Donc non, c'est pas un département riche, que ce soit un département agréable avec un foncier élevé, y compris dans certaines communes rurales, un patrimoine riche. Important. Ça, c'est indéniable, mais pour autant, au niveau de la structure départementale, c'est pas un département riche et c'est un département qui connaît un certain nombre de difficultés liées à l'emploi notamment, comme les autres départements. Alors, vous le disiez, certains élus s'inquiètent, en tout cas pour la ruralité, certains élus s'inquiètent, même si le vote a été assez probant ce matin. Ils s'inquiètent de voir éventuellement le sud des Yvelines urbanisé. Ils regrettent aussi que ce sujet n'a pas été abordé il y a 2 ans, au moment des élections départementales. Est-ce que, par exemple, vous, qui étiez candidate, évidemment, pour ces élections, vous saviez qu'un tel projet allait voir le jour ? On ne savait pas, non seulement on ne le savait pas, mais on ne savait pas non plus que l'État allait nous ponctionner à ce point-là, qu'on serait contraint au début du mandat d'augmenter fortement les impôts locaux, la taxe d'habitation comme on l'a fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait de gaieté de cœur, on l'a tous fait. Ça a été un moment difficile de prendre cette décision après des échanges nourris. Voilà, tout ça, on ne le savait pas. Et là,
possibilité de mutualiser, de se rassembler avec le département des Hauts-de-Seine se présente. Et je ne crois pas du tout que ce soit un danger pour la ruralité et qu'on aille urbaniser le sud du territoire. C'est absolument pas l'objet. Ce qui veut dire que, imaginons que demain, le gouvernement décide de redonner des moyens au département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Est-ce que ça pourrait remettre en cause, si je prends votre logique, cette fusion, puisque apparemment c'est le principal facteur qui a poussé à... Non, parce que le gouvernement est aussi dans une logique de regroupement des collectivités. On a un millefeuille très riche et le fait de regrouper des collectivités est quelque chose qui est tout à fait dans la logique de ce qui doit être fait. Donc voilà, indépendamment de ces facteurs qui sont ceux qui nous poussent à le faire rapidement, on peut tout à fait continuer. Mais on ne se fait pas tellement d'illusions. L'État est engagé dans une poursuite des baisses de dotation. Il y a un déficit public extrêmement élevé et les collectivités vont être de plus en plus ponctionnées. Donc la situation ne va pas s'améliorer demain. Donc alors, la fusion, du coup, continuera de trouver tout son sens. Alors, nous étions ce matin en conseil départemental. Je vous propose d'écouter l'un des opposants à ce projet, le conseiller départemental Yvan Val. Il s'oppose principalement à la forme du projet. Écoutez. Le président nous avait annoncé que l'on prendrait le temps de se rapprocher pas à pas, de faire l'évaluation de ce rapprochement au fur et à mesure. Je constate aujourd'hui qu'on n'a pas fait ce travail. Normalement, on devait avoir une concertation à l'automne. On précipite le pas. Moi, je le regrette. Je pense qu'on aurait pu, avant de voter, savoir quelles seront demain les conséquences sur la fiscalité, quelles seront demain les conséquences sur l'aménagement du territoire. C'est vrai que ça va vite un peu quand même. On a découvert ce projet fin 2015. Là, on est, on va dire, mi-2017. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu plus de temps, peut-être faire de la pédagogie auprès des habitants? Nous, les médias, peut-être qu'on est bien informés là-dessus, puisqu'il y a souvent des conférences de presse qui sont organisées, mais on n'est pas forcément sûr que ce soit le cas des habitants. Est-ce que prendre un peu plus de temps, ce ne serait pas nécessaire sur un tel projet ? La décision qu'on a prise aujourd'hui n'empêche pas de faire de la pédagogie, parce que comme vous le rappeliez tout à l'heure, c'est la décision finale maintenant est dans les mains du gouvernement et on ne sait pas quand est-ce qu'il la rendra. Donc ça nous laisse probablement un peu de temps pour continuer à en parler et à travailler sur le sujet. Ensuite, il y a eu des réunions au cours desquelles on a pu en parler. C'est un sujet qui a été évoqué on a eu des réunions, le président Bélier s'est rendu sur l'ensemble des territoires départementaux pour expliquer pourquoi on se rapprochait, quel était le modèle de la métropole et quel était l'enjeu de cette fusion Yvelines-Hauts-de-Seine. Donc il y a vraiment eu une information des maires et des concertations. Et en marge des assises, le sujet a aussi été évoqué sur les réunions conclusives. Les assises de la ruralité, on va en parler dans quelques instants, juste pour revenir sur cette problématique de la métropole du Grand Paris qui comprend évidemment Paris et la proche banlieue, mais du coup pas les départements de la Grande Couronne. Est-ce que c'est pour s'insérer dans ce projet-là ? C'est aussi pour pallier soit contrebalancer cette ou soit difficulté. Alors, soit rentrer, soit contrebalancer et ne pas être à l'extérieur de tout le développement économique, de toute la création d'emplois et de tous les axes de transport. Ça me semble quand même important de ne pas se contenter de rester dans les prés à regarder passer les trains. Alors, il y a quelques jours, Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, a présenté un plan pour améliorer le service au public en milieu rural, un plan qui fait suite notamment aux assises de la ruralité lancées fin 2015. En presque 2 ans maintenant, vous êtes-vous penché forcément particulièrement sur le dossier. Quel constat vous tirez de vos actions? Quels sont les manques des zones rurales dans les Yvelines? Quelles sont les priorités que vous avez ciblées? Alors, les priorités restent celles qu'on avait identifiées pendant et à l'issue des assises de la ruralité. On peut les regrouper sous un terme qui est la communication avec Internet et avec les transports, qu'ils soient routiers, ferroviaires, en partage, etc. Le haut débit, ça arrive. D'ici 2020, toutes nos communes seront équipées, toutes les communes rurales, hors zone d'intervention des opérateurs, seront équipées en très haut débit numérique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les communes rurales. Et pour les transports, certaines décisions ne dépendent pas de nous, mais dépendent plutôt de la région. C'est aussi la volonté de la région, de l'État. Nous, on continue à travailler sur, c'est une piste qu'on n'a pas encore complètement fini d'explorer, mais sur la possibilité d'aider au covoiturage. C'était un sujet qui avait été très largement porté par les habitants pendant les assises. Et après, un bon paquet d'autres mesures ont été mises en œuvre. Notamment le renforcement du rôle de la ville de Rambouillet. On peut dire qu'elle va devenir
la capitale officielle de la ruralité. Oui, j'ai vu qu'on l'appelait capitale de la ruralité. Oui, l'idée est d'avoir un territoire d'action départementale unique pour couvrir le secteur rural, avec des effectifs renforcés pour gagner en efficacité, en réactivité et en couverture du territoire rural. L'objectif de toutes ces actions aussi, et ce sera ma dernière question, depuis notamment les assises de la ruralité, c'est de lutter contre ce sentiment, parfois justifié, parfois erroné, d'abandon des zones rurales. Ce sentiment il y a à la fois un sentiment d'abandon et à la fois un certain nombre de contradictions ou des incompréhensions portées par les habitants des zones rurales, et je le dis sans aucune critique. On a beaucoup de néo-ruraux en fait, qui viennent s'installer à la campagne et qui veulent le cadre rural, le calme rural, mais pas les contraintes de la ruralité. En gros, la ruralité, c'est bien au mois de juin quand il s'agit de faire des barbecues. Au mois de novembre, c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'au mois de juin, les tracteurs bloquent la route et ça agace le matin, alors qu'en novembre, décembre, janvier, ils peuvent déneiger les routes et là, ça arrange tout le monde. Donc on est constamment sur le fil. Il faut faire de la pédagogie. En ça, les assises étaient un exercice intéressant. C'est important d'en faire et je pense que le rôle des élus locaux, que les maires en première ligne et le conseil départemental, enfin les maires en première ligne, les intercos en seconde ligne et le conseil départemental en troisième ligne, c'est d'apporter les réponses qui sont justifiées parce que, évidemment, on a besoin d'augmenter l'offre d'accueil des jeunes enfants dans les communes rurales, par exemple, d'améliorer les réseaux et de continuer à faire de la pédagogie pour expliquer que certains services qu'on peut avoir en proche banlieue, certains services seront impossibles. Mais pour autant, notre rôle, c'est aussi d'apporter un certain nombre de réponses pour que les habitants ne se sentent pas délaissés et se sentent pris en compte dans leur commune rurale. Pauline Vinocourt-Lefebvre, restez avec nous. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Une actualité politique, forcément, avec la première séance de l'Assemblée nationale en présence des députés des Yvelines. Les différents postes clés ont été également répartis entre les groupes parlementaires cette semaine. Au sein de La République En Marche, Aurore Berger, élue de la 10e circonscription des Yvelines, a été désignée porte-parole du gouvernement. Écoutez sa réaction. Je suis très contente parce que j'avais déjà cette mission pendant la campagne présidentielle qui était de porter la parole du candidat Emmanuel Macron, et donc je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui porter la parole du groupe. Et voilà, je suis très heureuse qu'il m'ait fait confiance pour le faire et j'espère que je serai à la hauteur. On remettra en jeu nos différents postes à mi-mandat, donc on n'est pas là pour durer pendant 5 ans même sur ces responsabilités-là, donc au moins pendant 2 ans et demi, je serai l'une de celles qui portera la parole du groupe. Pauline Vinocourt-Lefebvre, vous êtes une jeune élue, c'est votre 2e mandat, celle de conseillère départementale. Vous êtes également conseillère, vous êtes conseillère municipale, vous êtes toujours conseillère municipale. Quel jugement vous portez sur, c'est vrai qu'on est un peu perdu en ce moment, sur la vague En Marche qui a tout chamboulé l'espace politique en quelques semaines, et notamment les Républicains dans les Yvelines, on les a vus avec les postes de députés, il n'en reste plus qu'un dans le département. Comment vous regardez ça, vous? Quel est votre avis là-dessus? Comme vous le dites, on est un peu perdu. J'attends de voir ce que ça va donner. Certains s'inquiètent un peu de l'hégémonie de La République En Marche, de ce semblant de renouveau pour certains. Est-ce que vous trouvez ça... Du renouveau, Aurore Berger, c'est pas du renouveau. Elle est élue depuis... Elle a 30 ans, mais elle fait de la politique depuis alors là, qu'elle en a 20. C'est la plus expérimentée, c'est vrai qu'il y a beaucoup elle est extrêmement expérimentée. Donc oui, si c'est l'âge, le sexe, on peut considérer que c'est du renouveau. Il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée, ça on peut évidemment que le saluer. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est jamais illogique, après une élection présidentielle, qu'il y ait une vague et souvent assez forte en faveur de la majorité en place. Moi, maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors, on parle beaucoup de macro-compatibilité, de constructif en ce moment. À titre personnel, si vous étiez député, on sait que c'est une question qui divise la droite. Est-ce que vous seriez, selon vous, on fait de la fiction là, mais est-ce que vous seriez plutôt constructif ou opposition pure et dure? Non, constructive. On a tout intérêt à faire avancer le pays dans le bon sens. Maintenant, il y a des mesures du programme de Macron qui étaient dans son programme des présidentielles avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Probablement chez les Républicains aussi? Chez les Républicains aussi, mais la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
chose. Alors justement, on va terminer sur cette question. Pourquoi ? Puisque c'est un sujet concernant, vous êtes conseillère municipale. Pourquoi ? Les administrés vont être contents la première, peut-être la deuxième année. Ils vont être ravis, leur taxe d'habitation va diminuer. Mais après, les communes vont bien devoir pallier le manque de financement pour les... L'État dit que ce sera tout compensé. Oui, les 10 alors milliards d'euros sera totalement compensé. Oui, les 10 milliards par d'euros l'État. sera totalement compensé, mais en même temps, l'État nous dit qu'il va continuer à baisser les dotations. Et généralement, quand une dotation est compensée, elle n'est pas compensée sur la durée, en tout cas pas à la valeur qu'elle devrait avoir. Il y aura des mauvaises surprises. Donc il y aura forcément des mauvaises surprises, et les administrés qui seront contents les 2 premières années seront un peu moins contents quand leurs impôts locaux ou d'autres impôts locaux augmenteront, ou quand les tarifs des services publics augmenteront, voire quand les services publics disparaîtront de leur commune. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nos communes. Merci Pauline Vinocourt-Lefebvre d'être venue en plateau. Je rappelle que vous êtes notamment conseillère départementale élue sur le canton d'Aubergenville. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité cette semaine, du golf avec la 101e édition de l'Open de France qui se déroule jusqu'à dimanche sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. Pour cette première édition sous le pavillon du groupe d'investisseurs chinois HNA, la compétition a attiré des têtes d'affiche françaises comme Alexander Lévy ou Victor Dubuisson et des stars internationales aussi, avec une nouvelle dotation de 7 millions d'euros. Le rendez-vous a également intégré les Rolex Series, les meilleurs tournois européens. Écoutez à ce propos le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charon. Paris, pour eux, capitale du romantisme. Et puis là, terre de golf, terre d'accueil de la Ryder dans un an. Nous sommes, nous, fédération, ravis de cette évolution. Nous sommes ravis de cette montée en puissance de notre Open national. Et puis, on croise les doigts pour que ça se poursuive dans tous les temps du terme. Plus propre, plus pratique et aussi plus écologique, le bus 100% électrique devient une réalité en Ile-de-France. Un nouvel équipement va bientôt rouler sur la ligne 23 du réseau Keolis entre Versailles et Vélizy-Villacoublay, porté par la région. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Grand Paris des bus qui doit permettre de renouveler 30% de la flotte parisienne d'ici 3 ans. Les détails avec ce reportage. Une première discrète et sans pollution. Voici le bus 100% électrique Aptis. Dès le mois de septembre, les voyageurs de la ligne 23 du réseau Phébus pourront emprunter ce véhicule innovant entre les villes de Versailles et Vélizy-Villacoublay. Conçu par le spécialiste des transports, la société Alstom s'est inspirée pour ce prototype du modèle parisien des tramways. On a un concept, quand je dis tramway sur pneus, c'est parce que vous avez une structure mécanique qui nous permet déjà d'installer tous les équipements en toiture et pas d'en avoir à la fois dans le bus ou sous le châssis. On a également 25% de surface vitrée en plus par rapport à un bus conventionnel. Donc on retrouve là aussi un petit peu l'image du tramway. Et puis vous voyez, par exemple, il y a 3 portes. Donc 3 portes aujourd'hui de tramway. Donc une meilleure accessibilité et puis surtout des portes qui sont beaucoup plus robustes que des portes de bus. Lancé en 2016 par le syndicat des transports d'Île-de-France, les bus électriques rentrent ici dans une nouvelle phase avec au total 6 lignes équipées en région. Cette nouvelle génération de bus plus écologique et plus confortable doit permettre aussi de rendre attractifs les transports en commun pour les Franciliens. Pour décider les habitants de la Grande Couronne à ne pas prendre leur voiture, il leur faut des transports en commun qui soient attractifs. Ça veut dire avec l'air conditionné, ça veut dire avec de l'info voyageur, ça veut dire totalement accessible quand on a des enfants, des poussettes, ça veut dire un autre bus. Et pour les habitants de la Grande Couronne, c'est aussi important d'avoir des bus silencieux et non polluants. La région Île-de-France s'est fixée comme ambition de rendre propre 30% de sa flotte de bus et de cars d'ici 2020. Transport toujours, et c'est désormais officiel. Le prix du pass Navigo augmente une nouvelle fois. Il coûtera 75,20 € à tous les Franciliens à partir du 1er août. Une hausse que la région justifie par les 10 milliards d'euros d'investissement prévus dans les prochaines années. 6 millions, c'est le nombre de personnes touchées par l'arthrose en France. Cette maladie dégénérative peut devenir un véritable problème au quotidien et empêcher l'utilisation de certains membres. Aujourd'hui, la prise en charge n'est pas toujours adaptée en France. Le docteur Christian Couturier, spécialiste de la main à trappe, a donc décidé d'ouvrir une clinique pluridisciplinaire pour soigner cette maladie qui touche principalement les personnes âgées. Un établissement qui ouvrira ses portes dans quelques semaines à Montigny-le-Bretonneux. Les précisions avec Camille Lambert.
Tenir un objet, se brosser les dents, des gestes du quotidien souvent douloureux et parfois même impossibles pour les malades atteints d'arthrose de la main. Mais pour le docteur Christian Couturier, chirurgien de la main à Trappes, ce n'est pas une fatalité. Il a décidé de créer une clinique adaptée à la prise en charge de cette maladie. On entend dire sans arrêt à nos consultations que c'est l'âge et qu'il n'y a rien à faire. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses pour soulager les patients, soulager la douleur, conserver la fonction. C'est un projet très innovant parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres établissements en France dédiés à la prise en charge de l'arthrose de la main et du membre supérieur, dédiés à une prise en charge pluridisciplinaire et plurimédecine et avec un protocole d'évaluation de toutes ces prises en charge. Un établissement polyvalent qui regroupera différents spécialistes, médecins, chirurgiens, mais aussi ostéopathes, acupuncteurs ou naturopathes. Des médecines alternatives bien connues du docteur François Bruchou. Cela fait 3 ans qu'il travaille en France et en Chine. On a des hôpitaux où en post-opératoire, il n'y a pas de traitement allopathique, où on est sur de la médecine traditionnelle, avec des traitements de médecine traditionnelle, de l'acupuncture, des massages traditionnels. Et les gens n'ont pas plus mal et ils ont des chirurgies qui sont exactement identiques à la nôtre. On ne crée pas un centre de médecine alternative, pas du tout. C'est un centre pour prendre soin du patient. Et chaque patient va avoir une affinité différente avec différents praticiens ou techniques. Et je pense que le point fort, ça va être justement la collaboration entre ces différentes techniques et pas simplement les opposer. C'est de travailler en collaboration. Une première en France qui ouvrira à Montigny-le-Bretonneux à l'automne 2017. La clinique pourrait accueillir 7 à 10 000 personnes par an. 6 millions de Français sont touchés par l'arthrose. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.